Salut tout le monde, dans cette vidéo, on reçoit Bertrand qui est créatif stratégiste. Tu me reprends si c'est pas comme ça qu'on présente les choses, mais l'idée en fait de cette vidéo, c'est d'expliquer comment on peut automatiser la création des ads avec l'IA. Tout le monde voit ça passer sur LinkedIn, principalement pour de l'e-commerce. On va essayer d'appliquer ça aussi un peu au B2B et on va voir aussi la dimension que ça va prendre dans les prochains mois, dans les prochaines années et comment s'y préparer. Voilà. Et du coup, Bertrand, l'expert du sujet, si tu veux bien te présenter un peu rapidement et après on va attaquer directement. Oui, bien sûr. Alors, Bertrand, effectivement, je suis créatif stratégiste. Donc, l'origine de ce métier qui est un peu nouveau, c'est vraiment cette logique d'itération, de travailler les concepts publicitaires, tester des nouveaux formats, tester des nouveaux angles régulièrement et en continu. Historiquement, c'est un métier qui se faisait quand même plutôt à la main, qui existe quand même, mais qui n'avait pas été formalisé. C'était quelque chose qui était fait soit par la partie design, soit par le growth manager ou le paid manager. Et en fait, l'arrivée de l'IA a vraiment permis d'aller beaucoup plus rapidement dans cette Hmm. notion de production où on peut aller tester beaucoup plus d'angles, on peut aller tester beaucoup plus de formats, Toi tout en aujourd'hui gardant cette identité de marque. Ouais. dans toutes tes missions, tu utilises, parce que en fait, pour la petite histoire, Bertrand et moi, on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble sur des missions. Et justement, dans ce cadre-là, Bertrand s'occupait de la production de ce qu'on appelle la Créa Factory, quoi, hein, l'usine de créa. Et moi, de mon côté, je m'occupais de la partie ads. Et c'est vrai que vous allez voir, les résultats sont vraiment bluffants. On n'est plus donc à l'ère où les images ou les vidéos d'ailleurs ressemblaient à rien. Et du coup, je me demande si aujourd'hui, en fait, tu continues de faire des choses à la main ou si c'est vraiment, en fait, complètement désuet et que dans tous les cas, tu intègres l'IA maintenant dans les process, quoi. En fait, ça dépend beaucoup du niveau de maturité du client, au niveau graphique et en termes de production d'ad. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'arriver sur un client qui a déjà un certain volume d'éléments graphiques, qui a potentiellement fait déjà plusieurs campagnes. Okay. Parce que pour que les modèles IA soient efficaces, et on le verra tout à l'heure, ce qui est très important, c'est les données d'entrée que tu donnes au modèle. C'est-à-dire c'est toute la base de données, ce qu'on appelle la RAG, la base de données de compétences à tes modèles IA. Et du coup, plus cette base de données elle est formalisée, elle est complète, et plus c'est facile d'aller produire. Par contre, sur un client qui est assez jeune et qui a peu de maturité sur le sujet, qui est souvent dans une logique de go-to-market, c'est un peu plus compliqué de ne faire que de l'IA. Par contre, sur un client qui a une grosse maturité, qui a déjà pas mal de publicité, faire quelques pubs en classique, ça m'arrive encore, parce que c'est quand même, pour certains concepts, pour certaines choses, c'est des fois plus pratique. Par contre, c'est effectivement beaucoup moins scalable, et le fait de passer sur des modèles IA et sur des ads factory, ça permet justement de dire, voilà, on a un angle qui marche sur un concept pub, on va le tester sur 10 concepts pub. Ou alors, on a un concept pub qui marche avec un angle, on va faire une variation de cet angle-là, et on va faire 10 variations en peu de temps, qui va nous permettre de tester beaucoup plus de variations et beaucoup plus délimiter aussi limiter un peu la fatigue créative. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'avantages de pouvoir produire plus et plus vite. Donc globalement, j'ai tendance à dire que oui, effectivement, je l'utilise maintenant quasiment sur toutes mes missions, mais c'est plus facile sur un client qui est déjà très mature en termes d'identité, positionnement marketing aussi. D'accord. C'est pas un point de départ, c'est plus un outil pour scaler la production de contenu qui est utilisé en fait sur des clients qui ont déjà des créas contournés, déjà une brand établie, parce que tu peux pas partir de zéro en fait pour produire un peu tout ça. Exactement, je le conseille pas, et justement c'est souvent en partant de zéro qu'on voit des créations IA qui sont génériques, pas belles, enfin en tout cas très plates en termes de discours, en termes de design, parce que actuellement, et ça va peut-être changer, mais les identités de marque les plus performantes, elles sont faites par des vrais designers. Par contre, là où l'IA est très fort, c'est de les interpréter et de pouvoir aller plus loin sur la partie production, sur ces identités de marque. Donc effectivement, pour l'instant, c'est plus adapté à du scale pur qu'à du lancement go-to-market. Et en plus de ça, il y a quand même, on parle beaucoup design là, mais il y a aussi un aspect qui est positionnement marketing. Et une marque qui cherche son client idéal, qui cherche plutôt sa cible, enfin en tout cas qui est pas très au fait de où elle doit aller, les modèles IA vont lui faire justement du contenu très plat. Et l'enjeu, il est plutôt de dire, vous connaissez votre positionnement marketing, vous connaissez votre cible, vous connaissez ses problématiques, vous allez donner ces informations aux modèles IA, et les modèles IA vont vous produire les visuels, mais vont aussi vous penser le copywriting directement en un seul jet, adapté à votre cible, et c'est là où on est le plus performant. Donc, d'accord, ok. Il y a aussi une logique de positionnement qui doit être quand même assez bien établie. Ok, ouais, intéressant. Allez, bon, on va démarrer un peu sur ça, ouais, effectivement. Je démarre rapidement, effectivement, sur la partie présentation. Je me suis déjà présenté, donc ça sert à rien de rentrer un peu plus dans le détail. On l'a dit, effectivement, on a collaboré déjà sur des missions pour un collectif. Moi, ce qui m'intéresse surtout sur la partie IA, c'est de mettre en avant les bonnes pratiques pour produire. Parce que on a tous vu passer sur Internet des publicités, des vidéos qui t'expliquent comment faire une pub sur Nano Banana. Très bien. Ou tu vas le connecter à ton API à Claude, et en fait, tu vas pouvoir produire une pub. Très bien. Mais le but, c'est que, déjà, on ait un système qui vous permette de répliquer des publicités et de garder une cohérence dans le temps. Et pour faire ça, le but, c'est pas de produire un one-shot, c'est d'avoir un système qui permet de gérer ses productions. Donc vraiment, l'enjeu, il est de produire plus, mais de produire mieux. Donc notamment
par rapport à tout ce que vous avez en termes d'identité de marque. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, l'enjeu, il est plus sur les modèles IA, comme ça a été le cas avant, où le but, c'était de dire, ouais, j'ai un Gemini, je lui ai donné plein de contenu, il a toutes mes informations de marque, maintenant, j'ai besoin de faire une vidéo, comment je passe de l'un à l'autre. Maintenant, le but, il est de passer d'un modèle IA à un système de production et une architecture. Une architecture qui peut dépendre d'un modèle. Typiquement, avec Claude, les bons MCP, les bonnes API, on peut avoir un système qui est capable de produire des vidéos, des images, des motion design, mais il faut ce système-là. Et actuellement, même si Claude a beaucoup de MCP, il y a encore quelques petites limitations et de choses qu'il ne peut pas faire, mais ça reste quand même un outil très très performant. Moi, j'utilise 3 outils d'automatisation qui, en plus de Claude, permettent de faire appel à différents modèles IA, parce que l'enjeu, il est aussi de dire, et on le verra dans des exemples, d'aller chercher les modèles pour ce qu'ils sont le plus performants. Typiquement, de mon point de vue, Gemini est plus performant sur la partie prompting que Claude. Donc, là où Claude est très fort sur la partie concept, on va aller utiliser des nodes, des modèles et des mini-agents qui vont penser des concepts, mais au moment où il faut traduire ce concept en éléments de fabrication, on va plutôt utiliser Gemini que Claude. C'est marrant, je m'attendais à ce que tu fasses l'inverse en fait, que Claude pour le prompt et Gemini pour la production d'images derrière, quoi. Alors, Gemini fait la production d'images, mais par exemple, entre la réflexion du visuel structurel qui va être faite par Claude et la production d'images de Nano Banana, il y a une étape de prompting de dire j'ai imaginé un visuel, j'ai imaginé une structure de visuel, et maintenant il faut que je la donne l'info à Nano Banana, mais il faut que je donne le bon prompt. Et pour le coup, Gemini, transférer un concept en prompt, il est plus performant. Et pour de l'analyse de données, notamment des données un peu plus complexes et un peu plus longues, il est aussi plus performant que Claude. D'accord, super. Donc, tu vois, dans certains contextes, c'est plus intéressant d'utiliser Gemini. Après, je te parle de... Là, on est en avril 2026. Est-ce que ça sera toujours valable dans 6 mois, dans un an, dans 2 mois? Et l'enjeu, il est aussi là. C'est le gros avantage d'un système, c'est que demain, ChatGPT sera un nouveau modèle incroyable qui surpasse tous les autres. Vous êtes capable de switcher de l'un à l'autre. Par contre, si vous avez tout donné dans un modèle, si vous avez tout mis sur Claude et que Claude augmente les limites hebdomadaires, enfin les baisses, pardon, donc on est encore plus limité, il faut prendre des abonnements supplémentaires pour produire de façon performante. Si pour une X ou Y raison, il y a des problèmes d'architecture, il est moins fiable ou moins performant, on est bloqué. À partir du moment où on a créé tout un système sur un modèle, on est bloqué. Le gros avantage d'outils comme Make, N8N et Pléthore, et aujourd'hui on va beaucoup se focaliser sur Pléthore, sur la partie purement visuelle, parce que de mon point de vue sur la partie visuelle, c'est l'outil qui est le plus performant, c'est que votre architecture elle est sur Pléthore et vous pouvez faire appel à tous les modèles IA différents. Vous avez une centralisation des call API, donc vous avez un seul endroit où vous allez payer tous vos crédits. Ça c'est aussi intéressant parce que quand on est débité de tokens de OpenAI, de tokens de Gemini, enfin, et de Claude, enfin on peut vite avoir beaucoup de call à payer et de débit en termes de facturation. Et notamment aussi sur tous les modèles vidéo, il y a aussi cette problématique là, c'est que gérer toutes les API de tous les modèles vidéo qui existent actuellement, ça peut être lourd. Donc voilà, tout centralisé sur un outil comme Pléthore, c'est intéressant. Sachant que Pléthore, il a une connectique à Claude qui vient de sortir en bêta, et donc vous pouvez appeler les workflows via Claude. D'accord. De toute façon, j'imagine que à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, à chaque fois qu'il y a une nouvelle IA, etc., c'est intégré dans les semaines qui suivent, quoi. Exactement, même dans les jours qui suivent. Très honnêtement, moi, c'est le gros avantage que je vois à Pléthore, et notamment sur la partie vidéo, parce qu'il y a beaucoup de modèles vidéo que vraiment, c'est là où ça évolue plus vite, je trouve. Et si demain, tu devais gérer tes connexions API au modèle vidéo chinois parce qu'il est plus performant sur un truc particulier, bah, ça peut vite devenir lourd. Là, Pléthore le simplifie. Après, voilà, il y a plusieurs types d'Ads Factory. Il y a la production manuelle IA que j'ai vue, c'est-à-dire dont on a discuté, c'est fais-moi prompter pour Gemini, fais-moi une pub avant-après, de comparatif de ma solution vs une autre solution. Il va faire une publicité, mais il va avoir du mal à comprendre le contexte. Il va avoir du mal à garder la cohérence de marque. En fait, il va juste exécuter une image basée sur ce que vous lui avez donné en termes d'informations pour créer l'image. Donc ça, c'est beaucoup plus limité. Moi, ce que je conseille, c'est en effet d'aller sur des productions semi-automatisées, donc via Pléthore, via Make, et via Claude et Pléthore, qui permettent d'avoir une solution semi-automatisée ou automatisée complète. Après, il y a un point qui est très important sur les étapes de construction de votre système, c'est que des fois, il faut pas aller trop vite non plus. C'est-à-dire que ça sert à rien de dire, on voit passer des pubs des fois sur internet ou des vidéos de type j'ai automatisé la production de 200 UGC via l'IA. Ouais. Alors, ça, je l'ai vu il y a pas longtemps, il y en a encore vu une. Je suis très très curieux de voir la qualité des perfs qu'on peut aller chercher en faisant 200 UGC, parce qu'ils parlent jamais derrière des performances réelles en termes de diffusion. Parce que produire 200 UGC, c'est pas très compliqué. Hein. Par contre, produire 200 UGC IA performant, c'est un peu différent quand même. J'imagine que déjà pour en produire 200 performants, tu dois en produire 2000 premièrement et trier après dedans. Déjà les diffuser aussi pour savoir lesquels sont performants ou pas. Et puis ce genre de vidéos que tu trouves souvent sur YouTube, c'est pas nouveau, hein. Ça fait 1 an ou 2 qu'il y a non-stop des gens qui sortent des workflows, des trucs comme ça. C'est le genre de vidéo que tu regardes, tu te dis ah super, etc. Je vais le mettre en place pour moi. Et en fait, les apparences du process sont simples, mais quand tu mets les mains dedans, tu t'en sors pas, c'est impossible à brancher. Il y a toujours un cas particulier qui fait que, etc. Enfin bon, c'est jamais aussi simple qu'en apparence. Pour ça, moi je conseille vraiment de faire plutôt du semi-automatisé, d'avoir une vraie vision de positionnement marketing, c'est-à-dire en tant que paid manager, que vous connaissez votre client, vous savez les angles qui peuvent fonctionner. Vous avez des fois des intuitions, il y a quand même des notions humaines, des fois de dire ça, ce concept-là, je pense qu'il peut fonctionner. Alors des fois on se trompe, et on se trompe souvent, mais on a plus de chances de réussite que si on délègue tout à l'IA en lui disant donne-moi tout, crée-moi les scripts, crée-moi les angles. Oui, parce qu'il y a des bonnes pratiques, on sait qu'il y a des
hooks qui fonctionnent, on sait qu'il y a des hooks qu'on peut réutiliser, mais en faisant ça, vous allez juste réutiliser les hooks qui ont déjà été faits par d'autres et vous n'allez jamais créer des nouveaux concepts. Donc ça va être compliqué de sortir de la masse. Et l'enjeu, il est quand même de sortir de la masse et d'être plus performant que vos concurrents. Et donc pour ça, il faut quand même ramener une notion de stratégie humaine. Après, par contre, ça n'empêche pas de déléguer complètement l'UGC dans la production. Typiquement, en B2B, on voit une progression sur la qualité des UGC et les résultats des UGC en B2B. Je sais pas si toi, tu le ressens. Moi, alors, très honnêtement, j'ai pas de clients qui produisent encore du GC pour diffuser sur LinkedIn Ads. Il y a toujours un peu ce retard du B2B sur l'e-commerce et le B2C. Par contre, j'ai vu passer sur LinkedIn des UGC IA, donc e-commerce, où vraiment c'est impressionnant, quoi. Enfin, presque, tu sais plus faire la différence pour de vrai, quoi, là, pour le coup. Ouais, bien sûr. Et puis, après, alors, les modèles IA sont incroyables et la qualité est vraiment très bonne. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais, en B2B, alors moi, j'ai un client en B2B qui fait de l'UGC et de l'UGC vidéo. Enfin, Pixar, tu vois. Il y a une trend de Pixar e-commerce. Je te montre un exemple dans la presse. Et pour moi, c'est une tendance qui peut s'essayer si ça colle avec l'identité de marque, si ça colle avec tout ce qui se fait en termes de DA autour de la marque. Mais on a eu des très bonnes perfs. Parce que, justement, ça, c'est un peu différent de ce qu'on s'attend à voir sur LinkedIn. Par contre, après, il faut que la marque, elle soit adaptée. Mais en fait, je vois absolument pas où est le souci de produire du contenu avec de l'IA pour du B2B, donc après pour des LinkedIn Ads derrière, etc. Le seul truc que je vois qui peut être un peu problématique, c'est que tu sais, en fait, en B2B, il y a vraiment cette notion de construire une expertise et vraiment créer de la confiance. Parce que bon, après, c'est des achats qui engagent beaucoup d'argent, parfois plusieurs personnes. Bon, t'as un peu ce truc de réputation quand tu choisis ton prestataire ou ton service, etc. Donc c'est vrai qu'il faut pas trop forcer non plus sur le côté, je vais générer du contenu avec de l'IA. Mais si c'est bien fait et on va dire assumé et pas trompeur, tu vois, ça, je vois pas où est le problème. Et je pense que c'est même un gros levier de croissance au contraire. Non, clairement. Et après, tu vois, vraiment sur cet aspect identité de marque, ça dépend quand même énormément de la cible. Effectivement, si tu t'adresses à des DAF ou des mondes, enfin un monde qui est un peu plus juridique qui est quand même beaucoup plus cadré, bah, c'est un peu compliqué d'arriver sur des formats un peu plus fun, quand on est dans les formats un peu fun. Pour autant, si c'est validé par la marque et si c'est au contraire ton positionnement de marque d'être très disruptif, de casser un peu les codes du marché, ça peut faire sens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Puis ça dépend de ton ICP. Si tu t'adresses à des freelances, tu peux te permettre d'être un peu plus fun que si tu t'adresses à effectivement des boîtes du CAC 40. Ça dépend vraiment de ton positionnement de marque, de ton client et de comment tu approches ta marque. Si tu as une volonté d'être disruptif dans ton approche, de te casser les codes des autres et au contraire de te démarquer vraiment de façon très forte, ça peut faire sens. Mais là, on est vraiment dans une logique de plus de créative stratégie et on n'est plus dans la production, on est plutôt dans l'idée de dire est-ce que je vais sur un contenu qui est un peu plus fun, un peu plus peut-être tendance, mais dans l'aspect inattendu des ads, ou est-ce que je vais sur du plus classique, mais qui me permettent de rassurer ma cible et d'être juste dans mon message, dans le travail autour du message. C'est à un moment, tu te souviens, on parlait des mèmes, de comment les mèmes avaient un peu bousculé LinkedIn et la performance que pouvaient faire les images mèmes reprises dans le contexte de la marque. Et ça, c'est vrai que c'est exactement la même chose. Ça avait un peu cassé les codes de LinkedIn qui étaient très corpo, un peu chiant, etc. Ça a cartonné, ça marche encore très bien d'ailleurs. Maintenant, c'est, on va dire, un peu moins original parce que ça a été vraiment approprié, quoi. Enfin, tout le monde s'est un peu approprié. Mais complètement, là, demain, tu commences à produire du contenu, par exemple, vidéo avec de l'IA, un peu comme font justement les e-commerce, etc., dans des formats un peu fun. C'est quelque chose qui devrait très très bien fonctionner jusqu'au moment où encore tout le monde se l'appropriera, quoi. Exactement. Voilà, tu vois, j'accompagne un client e-commerce sur on fait beaucoup de Pixar parce que ça marche très très bien, parce que c'est nouveau. Je sais pas comment ça va être comment ça sera le cas dans 3 mois. Mais voilà, clairement. Et puis tu vois, t'as la logique de mème. Tu peux même te dire, est-ce que dans une logique d'IA, je veux bien pas, tu vois, si tes mèmes fonctionnent, tu peux venir les animer, tu peux venir les transformer en vidéo. Je crois que c'est Fiber qui fait ça avec leur lion qui est très présent en termes d'ads. Ouais. En fait, eux, c'est presque un mème, le lion. Enfin, c'est devenu, ils l'ont utilisé sous forme de mème, ils l'ont utilisé sous forme d'image en situation. Mais du coup, tu pourrais venir les animer, c'est aussi une possibilité. Et on est dans l'usage, pour moi, un peu plus récréatif de l'IA, où on ne fait pas d'IA pour faire du fun. Enfin, En fait, l'IA devient un outil pour faire une publicité qui n'est pas un fake. C'est-à-dire, c'est juste pour faire quelque chose d'un peu différent. On vient pas faire du faux humain, on vient faire un contenu qui est tellement différent c'est ça, mais sur le marché. Ouais, complètement. Mais ça rejoint pour moi, tu vois, ces publicités Pixar, tout ce qui est non, un peu moins brandé, ça rejoint tout ce qui se faisait en mème et ce qui se fait encore en mème. C'est des fun ads. Si la marque le permet, c'est une bonne idée de le tenter. Si la marque le permet pas, il faut aller. Il y a plein de formats qui existent, hein, c'est pas un problème. Voilà. Donc pour revenir rapidement sur la partie production, donc le but c'est vraiment de créer un système. Et clairement, la première étape, c'est l'étape la plus importante parce que c'est ce qui va faire la qualité des productions. Et ça rejoint tout ce que tu disais sur les skills, sur ta manière de collecter la data. Là, on va collecter une data qui est plutôt une data graphique de mise en forme visuelle, où on va dire ta marque, comment elle se comporte, comment sont les boutons, quelle couleur, quelle typographie. Enfin voilà, on est vraiment dans le logo, les déclinaisons de logo, les titres, les sous-titres, les hiérarchisations d'informations, les types de visuels, l'ADN de marque des visuels, des photos, est-ce qu'il y a des filtrages sur les photos. Voilà, on est vraiment dans toute cette ADN de marque, ça rejoint tout ce que tu disais, sauf que là, on va venir le mettre sous forme
forme. Alors souvent, c'est qu'on collecte le Brainbook, on collecte pas mal d'images existantes. On va le faire analyser par des agents IA. Et une fois qu'on a créé cette base de données, on va la réutiliser sur tous les agents de production. Parce que normalement, toute la partie visuelle, elle est très standardisée dans une marque. Et c'est ce qui va faire que vos publicités, elles vont pas ressembler à des publicités IA basiques, mais elles ressemblent à des publicités que vous auriez pu produire et qui correspondent à l'identité de votre marque. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est une étape de structuration. C'est maintenant, j'ai mon identité de marque. Qu'est-ce que je veux faire avec mes modèles IA? Qu'est-ce que je veux produire comme type de format? Donc, on définit un process de format, un workflow sur le système. On produit. Ça va être quoi, par exemple, un process de format? Alors le process, ça va plutôt être les étapes de ton workflow. C'est de dire comment ça se passe. Est-ce que j'ai une analyse? Parce que tu peux, par exemple, produire à partir de rien. Tu peux produire à partir d'une publicité qui a déjà marché. Donc, tu lui demandes de créer des variations de cette publicité. Tu peux produire à partir d'une vidéo qui a déjà marché. Tu peux produire à partir d'un angle que tu lui as donné ou d'un client, d'un ICP en lui demandant d'analyser ses problèmes et de venir faire une publicité en automatique qui répond potentiellement à un problème de l'ICP. Donc là, on est plutôt dans la partie process de ton workflow. Et en dernière étape de ton process, tu aurais l'étape de dire, bah maintenant, mon format de sortie, c'est un carré pour LinkedIn Ads. Ok, ouais. Ou c'est un motion design, format carré pour LinkedIn Ads. Ou c'est un format story si j'ai envie de partir ailleurs que sur LinkedIn Ads. Ou j'ai envie de l'utiliser sur mon site web parce que ça va être, parce qu'on peut aussi imaginer d'utiliser du contenu sur des landing pages qui sont des pages d'atterrissage de ton LinkedIn Ads, enfin de tes campagnes. Bref. Donc on est vraiment dans cette logique de structuration de ton process, de ton besoin, de tes workflows et surtout de tes éléments de sortie. Et tu vois, une question sur le process, alors on comprend les grandes lignes, mais est-ce que tu vois en termes de format, toi tu as une logique, par exemple peut-être commencer par des images pour enchaîner sur la vidéo, est-ce que tu commences direct avec tout? Tu vois, comment tu itères en fait sur tout ça? Alors pour le coup, effectivement, bon, l'image c'est toujours le format le plus simple à produire. Ok. En termes de production pure technique, de validation, parce que bah, c'est plus facile de valider une image en 2 secondes que de regarder une vidéo de 30 secondes qui a potentiellement plein de petits, qui peut avoir des artefacts, des erreurs, des éléments. Et puis en plus, en termes de coût de production, une image c'est une vingtaine de centimes, une vidéo c'est plus cher. Donc on part toujours d'une image. Et ensuite, même dans la partie vidéo, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait des storyboards. Donc en fait, on lui donne des images de référence. On va lui donner 5, 6, 7, 8, 10 images de référence. Ces images de référence servent de point de départ à ta vidéo. C'est ce qui permet de garder la cohérence entre tes différentes étapes de vidéo. De dire, bah voilà, la première image ça va être ça, le plan il va durer 4 secondes, telle rotation qui va montrer l'application. Et puis ensuite, le plan suivant, c'est la personne qui dit, depuis que j'ai cette application, c'est incroyable, j'ai géré ma facturation. Donc en fait, quand tu fais une vidéo, tu additionnes plusieurs petites vidéos générées, enfin tu génères pas toute la vidéo quoi, c'est t'additionnes plusieurs petits clips pour faire une vidéo. Exactement. En fait, les modèles IA actuels, ils sont limités sur des durées. Et les plus performants, le plus performant, je crois, du moment qui va disparaître, c'est Sora, qui a été annoncé par, enfin, qui est OpenAI a annoncé qu'ils vont arrêter de le supporter parce qu'il leur coûte trop cher. Donc c'est vraiment un modèle qui est très performant sur la partie humaine, notamment gestion des humains. Et la durée maximum, c'est 20 secondes. Et c'est le modèle le plus long du moment. Alors, il y a d'autres modèles qui permettent de contourner ça, mais par exemple, le modèle de Google de VO, c'est 8 secondes par séquence. Alors, en fait, 8 secondes, ça paraît très court, mais quand on réfléchit en termes de montage vidéo, en termes de clip, vous voyez jamais une vidéo, tu vois une vidéo corporate, une publicité, tu vois jamais un plan qui dure 8 secondes. C'est très long un plan de 8 secondes, visuellement. Parce que pour avoir une rupture, souvent les plans durent 3-4 secondes. Et sur TikTok, on est plutôt sur 2 secondes de rupture, de timing, pour avoir beaucoup de dynamique. Mais même sur un joli plan très contemplatif, ça dure pas plus de 8 secondes. Donc en fait, on va penser le scénario sous forme de petites étapes individuelles qui sont créées entre elles effectivement de rush, mais comme c'est le cas en fait en montage vidéo, enfin c'est la même logique que quand tu prépares une vidéo réelle et que tu vas faire une captation de vidéo réelle. D'accord, ok. Tu vas penser tes différentes séquences, elles vont être associées ensemble en montage vidéo et exportées en un seul bloc. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus lourd de produire une vidéo du coup, parce que si je comprends bien, le process c'est donc de réfléchir à un peu comment tu vas amener ta vidéo, mais d'abord tu dois générer des images pour faire comprendre à l'IA quel clip tu veux, et c'est une addition de plusieurs clips. Donc en fait, d'une certaine manière, ça consiste à générer plusieurs images pour ensuite générer des vidéos. Les vidéos, elles doivent pas être à chaque fois très bien. Donc, c'est-à-dire pour avoir une vidéo qui additionne 3-4 clips de 8 secondes, tu dois avoir peut-être généré 15-20 clips. Donc, c'est plus long, quoi. Alors, on est 100% d'accord avec ça. Après, tu as des outils qui vont permettre, en fait, par étape, enfin, c'est pas des outils, c'est normalement ton système IA te permet de générer ces vidéos de façon plus efficace. Enfin, tu vois, de générer, en fait, ton script va automatiquement exporter tes images de référence, donc ta première image. Et donc, l'agent qui crée le script, qui est le plus intelligent, enfin le plus performant normalement, c'est le cerveau, va penser le prompt de chacune des images de référence, ça va automatiquement te générer chacune des images de référence, et à partir de cette image de référence, ça va te générer la vidéo. Oui, c'est vrai que le process en soi est plus long, mais ça reste un workflow finalement. Toi, t'appuies sur lecture et merci, au revoir, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Je pourrais te montrer rapidement un workflow après si on a le temps. Ouais. Donc voilà, effectivement, donc tu as cette partie production qui est très importante, qui est vraiment tes workflows. Donc là, c'est la sortie, c'est ce que tu récupères en sortie de production. Il y a la partie diffusion qu'on oublie
souvent parce qu'en fait, enfin, c'est pas qu'on oublie, mais ce que je veux dire, c'est que forcément la publication de tes ads, mais donc ça rejoint tout ce que tu expliques dans ta formation, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu cette tendance-là de dire aussi des fois de produire plus, et il y a un peu un risque de perdre des productions, de pas tout le temps les diffuser. Là, tu peux avoir une perte quand on t'a produit 100 ads, bah, des fois tu vas en diffuser 50, tu dis je les diffuserai les autres plus tard, et puis en fait tu les diffuses jamais. Donc il faut aussi adapter la production par rapport aux besoins de diffusion, mais il faut pas oublier que c'est la diffusion qui va être le juge de paix de la qualité de tes publicités. Ouais, ça arrive tout le temps parce que en plus de ça, tu sais, t'as un peu ce biais de même si tu les publies toutes, la plateforme elle va pas forcément toutes les diffuser, tu vois. En particulier, par exemple, Meta, tu vas lui donner 100 créas, tu vas en avoir 4 qui vont diffuser à la fin, tu vas avoir tout le budget, le reste ça va être des 30 centimes, 1 euro, etc. Donc c'est vrai que des fois, t'es pas obligé de repartir sur un nouveau lancement quoi de créa et tu peux juste essayer de pousser un peu plus celles qui ont pas encore eu leur chance. Exactement. Et après, il y a la partie effectivement optimisation, et là on rentre dans tout ce que toi tu expliques dans ta formation, c'est de comment j'analyse ce qui performe pas, et en fait ça recrée une boucle qui revient à l'étape 3, de dire maintenant j'ai une publicité avec un angle qui a fonctionné, comment j'optimise cette publicité, est-ce que je fais des variations de visuel, est-ce que je fais des variations d'angle, est-ce que je fais des variations de texte, est-ce que je change d'ICP, est-ce que je verticalise par secteur métier, est-ce que au contraire j'en produire beaucoup plus, voilà. Donc on rentre dans cette logique de nourrir en continu ce système pour produire de façon toujours plus qualitative. Je vais passer rapidement sur cette partie parce que c'est intéressant, mais c'est un peu plus technique, c'est de dire comment je nourris la marque, et en fait effectivement c'est cette première étape d'input de marque, c'est le positionnement, c'est la cible, c'est les propositions de valeur, tone of voice, le lexique, et c'est des formats surtout adaptés au modèle IA pour que ce soit compréhensible par des modèles IA. Donc ça rejoint exactement ce que toi tu fais, c'est-à-dire on va pas lui donner un PDF de 80 pages, enfin on va le faire analyser par un modèle IA, mais à chaque fois qu'on veut faire des pubs, on va pas refaire analyser un PDF de 80 pages parce qu'on va perdre des datas, ça va être moins efficace. On va faire analyser un JSON très performant qui est bien compréhensible par les modèles IA et qui permet d'éviter de chaque fois qu'on crée des publicités de consommer trop de tokens aussi. Il y a aussi une logique de rationalisation. Donc toi en fait tu pars d'un support qui va être un PDF ou un CIS ou un truc comme ça et tu transformes ça en fait en finalement un prompt JSON, enfin en tout cas un JSON qui va être injecté dans ton prompt pour rappeler comment est la marque. Et la partie structuration, c'est le workflow, la validation. Juste sur la partie production, c'est ce que je vous disais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. La production, ton workflow, il doit être capable d'évoluer parce que ton système doit être capable d'évoluer. Là, c'est moi mes changements de modèle entre guillemets préférés, ou en tout cas que j'utilise le plus sur les 3 derniers mois. Et pas plus que, c'est vraiment les 3 derniers mois. On a eu GPT-5 qui a été plutôt performant. On a dit on va vivre sur GPT-5. Après il y a eu Claude Opus qui est sorti, très performant. Gemini 3.1 est sorti, tout le monde est passé sur Gemini. Et là on a Claude où il y a une grosse hype autour de Claude, mais je suis incapable de dire, et personne n'est capable de dire dans 3 mois, 6 mois quel sera le modèle le plus performant. Donc le système te permet de passer de l'un à l'autre et de ne jamais avoir un modèle qui devient obsolète parce que tu as donné tous les éléments à ce modèle-là et que tu dépends de ce modèle. Ouais, rien qu'hier, t'as Opus 4.7 qui sort. Enfin, c'est vrai que ça s'arrête pas, quoi. Et je pense qu'il faut pas enterrer pour autant les ChatGPT et Gemini. Moi, je crois beaucoup au système en Google parce que actuellement ils ont un modèle texte qui est l'un des plus performants, un peu moins performant que Claude Opus, mais quand même très performant. Les modèles images, c'est le seul qui est très performant sur le multilangue, le Nano Banana Pro. En vidéo, ils ont VO qui est dans le top 3 des modèles vidéo le plus performants. Enfin, je veux dire, ils sont peut-être pas le meilleur dans chacun des secteurs, mais par contre, ils ont un écosystème qui est extrêmement cohérent. Ouais, c'est très très performant. Ouais, ils sont un peu en position de challenger partout et jusqu'au jour où t'en as un qui se casse la gueule ou alors qu'ils ont réussi à mettre un peu d'accélérateur, là ils prennent le large, quoi. Exactement. Et puis en plus, on dépend tous de leur système déjà. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des adresses Gmail, on utilise Drive, enfin, je veux dire, on est déjà dans l'écosystème Google. Donc c'est vrai que là où ils sont forts, c'est que par exemple là, tu vois, bon, moi en ce moment, je suis all-in cloud, quoi, pour mes cas d'usage, mais j'ai quand même encore un abonnement à Gemini parce que c'est avec le nom de domaine, c'est ton adresse mail, enfin, ils ont un écosystème en fait, hein, ils pourraient avoir le modèle le plus nul, tu paierais quand même pour ça, quoi. Exactement, et puis on va voir comment ça évolue, parce que là pour l'instant moi j'utilise beaucoup aussi les MCP qui se connectent à mon Google Drive et mes présentations. Demain tu sais pas comment Gemini va améliorer, enfin eux ils peuvent se permettre de supporter ce genre de connectif en natif, le connecteur en natif sans avoir besoin de passer par MCP. Ouais. Parce que t'es déjà dans l'écosystème. J'utilise quand même pas mal Nano Banana parce que tu sais, pour faire des posts LinkedIn, les infographies, je pourrais te montrer après si on a un peu de temps, je commence à avoir des résultats qui sont assez, en fait c'est carrément des résultats presque à chaque fois, tu sais, vu que je mets ma tête en bas de l'image, il faut juste que je change ma tête, donc je change en fait le cadre autour, mais l'infographie en tant que telle, je l'exporte de Nano Banana et je peux la coller dans Canva et je change mon cadre et ça y est, j'ai mon post, quoi. Alors, c'est pas 100% des outputs qui fonctionnent, là, c'est même moins de 50%, je dirais, il y a toujours un truc qui va pas, un truc qui est pas très intelligent, une phrase qui est mal écrite, etc. Mais bon, de toute façon, après, à partir du moment où t'as même 30% qui fonctionne, t'as plus qu'à en générer 500, quoi. D'une certaine manière, tu vas te retrouver avec le volume dont t'as besoin. Ouais, bien sûr, et puis à 20 centimes l'image ou à 15 centimes la génération d'images, de toute façon, c'est plus compétitif que quelqu'un qui va te faire une infographie, qui va y passer 3 heures, quoi, ou 2 heures.
Ça, c'est sûr. Et qui va pas toujours faire ça très bien en plus. Alors moi, pour le coup, Nano Banana 2 est très performant, mais il reste encore moins performant sur la partie texte que Nano Banana Pro. Donc le modèle à utiliser sur la gestion du texte, et notamment sur le français, c'est Nano Banana Pro. Ah ouais. Ok. Beaucoup plus performant que Nano Banana classique sur la Et gestion du take it. texte. Voilà, à garder peut-être pour faire évoluer ton système. Ouais, complètement. Alors, on a là quelques exemples de production. C'est toutes des productions IA. Voilà, on peut faire quand même des choses où on respecte la brand à 100%. Et l'avantage aussi du système, c'est que si jamais il manque un élément de ta marque, tu peux venir lui dire attention, tu as mal interprété mon logo, tu as mal interprété la couleur, et tu le fais évoluer. Il y a encore, quelques mois, tu payais quelqu'un pour faire ça à la main, quoi. Hein. Il n'y a pas une différence. Toutes les pubs. Ah, mais alors moi, je suis passé de la publicité à créer les pubs à la main Ouais, en plus. Ouais. à l'IA. Alors, il y a encore une notion de vision graphique, stratégique, de concept et tout. Ça, c'est sûr. Et un graphiste peut t'amener des très bonnes idées. Par contre, un graphiste sera pas capable de proposer autant de bonnes idées que les modèles IA. Et moi, il m'arrive régulièrement de dire, putain, il m'a sorti un truc là, c'est canon, j'aurais pas imaginé de faire ça. Parce qu'il est capable de réfléchir. Il a une vélocité que nous, on n'a pas en fait en tant qu'humain. Et donc, c'est aussi sur cette vélocité où il y a un intérêt. Par contre, ça lui demande un bon cadrage. Ça demande un bon cadrage. C'est-à-dire, c'est de lui dire, j'ai besoin de telle pub pour telle cible. Je pense qu'il faut pousser tel angle. Et donc là, on est vraiment dans de l'analyse stratégique. On rejoint sur cette partie stratégique. En fait, tu vas le gérer comme tu gères un stagiaire ou quelqu'un du membre de ton équipe. Ouais, plutôt qu'un stagiaire, un membre de ton équipe. T'as un designer junior et tu vas lui dire, vas-y, je te donne toutes les infos pour que toi tu puisses créer un design. Tu vas voir ton designer junior, tu dis, fais une pub pour LinkedIn, il va te faire un truc. Ouais, c'est ça un truc, ouais. Par contre, si tu lui dis, je fais une pub pour LinkedIn adaptée au DAF qui met en avant ma nouvelle solution qui est à 50% ou qui lui fait gagner 3 heures par semaine, là il va te faire des pubs à gagner 3 heures par semaine. Et là, on va retomber sur des choses efficaces, que ce soit sur le plan graphique ou sur le plan du message. Non, mais tu vois, moi, en regardant ces exemples, je me dis deux choses. Déjà, un truc qui boucle un peu avec ce qu'on disait en début de l'appel, c'est par exemple quand tu regardes les affiches de Bulldozer, donc bus métro, tu sais que c'est de l'IA. Mais en fait, c'est pas du tout gênant, quoi, parce que c'est assumé, en fait, d'une certaine manière. Et on est vraiment dans ce truc de, bah, c'est juste un nouveau format, une nouvelle façon de faire des créas qui fonctionne et le message, il passe bien, il est efficace, on sait pourquoi c'est fait comme ça. Et on comprend que l'idée, c'est pas de faire croire qu'il y avait vraiment l'affiche dans le métro ou l'affiche sur un bus, tu vois. Donc moi, tu vois, quand je vois ça, je me sens pas arnaqué par ça. Et à l'inverse, quand tu regardes par exemple Abby en bas à gauche, je trouve que la créa, elle est d'un niveau de qualité que, enfin, moi j'aurais été incapable de te dire c'est de l'IA ou c'est fait par un designer, quoi. Donc c'est ça qui est pas mal en fait, c'est que je trouve que quand t'essayes de représenter une situation réelle, comme par exemple là, la femme en haut à droite, tu sens qu'il y a un petit truc qui est pas naturel, qui est pas IA, enfin qui fait IA, mais d'un autre côté, ça te permet aussi de bien faire la distinction entre genre le vrai du faux, mais quand tu reprends les modèles de créa, on va dire, habituels, comme par exemple, donc encore une fois, la créa de Abby ou la créa de Napta, là, en haut à gauche, bah, ça reste super efficace pour faire les créas un peu classiques que tout le monde connaît, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant. Pour faire les créas classiques, c'est là où les modèles sont très performants. Et puis moi, le gros avantage que je vois sur l'intégration de modèles IA, c'est que tu peux venir tester des concepts. Concept contenu sensible, tu veux le tester, en 2 secondes, tu lui dis, bah voilà, j'imagine tel concept. Comme il a toutes les informations de la marque, il va venir te faire une variation de ce concept et ça te permet de tester des formats qui sont pas juste des formats de type mon titre, mon visuel produit, mon bouton, mais de tester le testimonial, le avant-après, des formats qui des fois prennent un peu plus de temps à produire, qui sont quand même plus compliqués. Là, tu vas pouvoir les tester en peu de temps et si ça fonctionne, on peut les passer à l'échelle. Sur la partie vidéo, donc c'est ce que je te disais, bon, alors il y a tout qui se lance en même temps, je sais pas si vous avez si t'as le son qui passe, mais tu vois, par exemple, pour moi, ça c'est un format qui fonctionne, qui est assez rigolo, intéressant, qui a été fait pour les US, et c'est quelqu'un qui met en avant, qui t'explique en gros qu'il a un outil qui lui permet de gérer ses emails et qui gagne énormément de temps et qui peut se permettre de faire du sport. Ouais. Ça, alors on est d'accord que c'est plus une créa qui est pensée pour Instagram, parce que c'est plus lifestyle dans l'usage. Pour autant, c'est un peu pattern interrupt, que en fait tu t'arrêtes, t'es en train de scroller, tu vois un gars qui est en train de courir, qui t'explique. Et généralement, c'est les gens qui sont un peu fans de sport qui vont l'avoir dans leur feed, parce que l'algo d'Insta est quand même assez incroyable. Et donc du coup, en fait, tu crées un vrai décalage et un vrai message qui est pas juste de dire un produit il est intéressant. Et ça, bon bah, on pourrait l'imaginer en captation UGC, mais c'est un test qu'on peut faire en très peu de temps de la vidéo. Pour moi, c'est des prods qu'on peut faire rapidement et rien n'empêche de derrière dire ça fonctionne hyper bien. On va faire des séquences de vidéos UGC qui reprennent le même contenu, qui reprennent avec un vrai humain. On va venir le filmer, mais ça permet aussi une dimension de test. Et ça, c'est un truc, enfin, excuse-moi, je te comprends tout le monde, c'est un truc qu'on dit pas assez. C'est combien ça coûte en termes de crédit de générer ça? Alors, il y a toujours crédit, VS, nombre de runs que tu as eu besoin pour créer ton résultat. Ouais, mais en prenant ton en compte workflow le nombre de runs dont tu as besoin. En comptant, tu vois, pour moi, si ton workflow il est bien, en 4 runs, tu as ta vidéo. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu vas garder 25% de ta prod sur de la vidéo. Ok. Tu peux aller plus loin, mais si tu es un peu exigeant, en termes de sécurité, 25%. Une vidéo, c'est 2,50€ en fonction des modèles IA, si tu vas vers un peu du performant. Donc, en fait, pour 10€, tu as un UGC d'une vingtaine de secondes. Ouais, donc en fait, faut vraiment se rendre compte du prix, quoi, par rapport à ce que ça coûterait de vraiment la réalité. Enfin, ce que ça coûterait, du coup, c'est le réel hein, maintenant, mais à
ce que ça coûtait plutôt de le réaliser avant, et du coup ça permet de tester vraiment une tonne de formats, une tonne d'idées quoi. Là, tu vois, c'est une vidéo d'un UGC d'une personne. En gros, il t'explique qu'il a mis Vision dans son supermarché. Enfin, c'est une solution IA qui permet d'enregistrer sur des caméras. Il a le logo Monoprix. Il est dans un rayon où il y a le nom des marques, qui est le vrai nom des marques. Ouais. Et derrière, il y a un Monoprix à gauche. Enfin, tu vois, on est quand même dans un niveau de réalisme où c'est assez bluffant. On vient voir l'application parce qu'en fait, avec les modèles IA, il y a certains modèles, tu peux lui dire, mets-moi l'application en arrière-plan. Et donc, en fait, t'as aussi une rupture de plan qui fait que t'es pas juste en face cam et le gars, il passe en bas à droite, on est en VSL, on change de format. Enfin, voilà, on a quand même un degré de qualité quand même intéressant, et surtout on peut venir justement tester, on l'avait fait sur une mission ensemble, mais tu vois cette logique de localiser par type de métier, et donc si tu as beaucoup d'ICP, c'est hyper intéressant de pouvoir faire une vidéo par client idéal et par verticalisation métier. Ouais, pour verticaliser, c'est vrai que ça c'est un truc aussi, parce que là on parle beaucoup de ça comme un outil pour tester plusieurs formats, mais tu as aussi le fait de t'as trouvé un format gagnant et tu as 50 métiers différents que tu as envie d'adresser, un coup de prompt à chaque fois et t'as ton métier 1, métier 2, métier 3 jusqu'au métier 50 très facilement quoi. Après, il y a un autre cas d'usage aussi, c'est le motion design. C'est passer une publicité, tu peux faire un workflow qui te prend ta publicité statique et qui va venir l'animer pour attirer plus d'attention. Pour un motion design, ça coûte un peu d'argent. Là, c'est des motion design simples. On est d'accord, on n'est pas sur des motion design très complexes, mais par contre, tu peux venir faire des petites animations qui sont sympas et qui permettent de transformer ta pub en quelque chose d'un peu plus vivant, quoi. On sait que ça peut améliorer réellement les perfs. Non, mais c'est ouf, hein. Là, celui de la caméra sur le côté, je trouve qu'il est vraiment, il attrape bien l'œil, ça marche bien, quoi, vraiment. Hein. Ouais, complètement. Bon, après, il y a la notion de diffusion et d'optimisation. Ça, je vais pas trop en parler parce que tu développes dans ta présentation, dans ta formation. Donc, c'est vraiment comment on optimise ça. Il y a un point qui est important, c'est les coûts d'outils. Parce que du coup, t'en parlais tout à l'heure et je trouve que c'est toujours intéressant de revenir un peu dessus. En gros, les coûts d'outils, si tu fais un système via Make, N8N ou Pléthore, en gros, t'es sur entre 20 et 30 euros par mois en fonction de comment tu héberges ton workflow, mais ça reste quand même très accessible. Et après, t'as des coûts de génération. T'as ton coût de système et t'as ton coût de génération. Et tes coûts de génération, sur du texte, on est quasiment sur des éléments gratuits, c'est-à-dire générer des textes pour des publicités, ça va rien te coûter, ça va te coûter 1 centime tous les 1000 caractères. Générer une image, ça va te coûter entre 8 centimes et 30 centimes en fonction des tailles de ton image, de ta résolution, des outils que tu utilises aussi. Parce que effectivement, si tu fais des calls API, ça va être moins cher. Donc si tu utilises N8N, ça va être moins cher que d'utiliser Pléthore, parce que Pléthore va prendre une petite com sur tes crédits. Chose que si tu prends des calls API, c'est là où tu vas aller chercher le plus de rentabilité en termes de coût. Tu perds l'intuitivité, mais tu gagnes en coût. Ça donne une idée sur l'image. J'ai pas mis les modèles vidéo, mais pour les modèles vidéo, clairement, Sora 2, on est autour de 2,50€, je crois, la vidéo, même un peu moins. On est plutôt à 1,80. Sur VO, le modèle de Google qui fait que 8 secondes, par contre, on est plutôt sur pareil 2€ par vidéo, mais par contre, on est limité à 8 secondes. Enfin voilà. Globalement, on est entre 1 et 4€ par vidéo. Tu vois, sur des modèles Ultra 4K, tu peux être à 4€ la vidéo, 4-5€ la séquence. Voilà, juste pour moi, les meilleurs modèles à date, c'est ceux-là. C'est, tu vois, pour la partie texte, clairement, Claude Opus, le plus performant du moment. Rédaction, préparation de prompt, Gemini 3.1 sur les prompts. L'analyse de documents. Claude a bien progressé, mais je trouve que Gemini est plus performant sur les gros volumes en termes de compréhension. C'est-à-dire quand les documents sont très complexes, notamment des brand book ou du sales deck très très complexe, il l'intègre bien. Sur de la partie image, franchement, moi j'utilise, à moins que, si c'est pour générer des images produits, des images en situation Nano Banana, ça va. C'est performant, surtout le Nano Banana 2 est plutôt performant. Mais pour des images avec texte, donc toutes les publicités, Nano Banana Pro sans hésiter. D'accord, ok. Vraiment, t'as beaucoup plus de performance dans la cohérence de tes textes, t'as beaucoup moins d'artefacts, ou ça peut encore arriver. Je dirais que sur 10% de tes prods, peut-être entre 5 et 10% des prods, il y a une erreur de texte. Pas en anglais, mais en français et allemand. Et encore plutôt en allemand. Là, j'ai plutôt des erreurs sur d'autres langues que sur du français. Mais voilà, c'est globalement très performant. Donc voilà, Nano Banana Pro pour tous les éléments avec du texte, pour les bannières et pour les détails aussi sur les textes qui sont présents potentiellement sur le produit. Ok. Quand tu as un produit avec du texte, une application et autres, c'est intéressant. Et ça me fait penser qu'on n'a pas parlé d'un point, c'est que ça permet aussi de localiser facilement. Typiquement, vous vendez sur 4 marchés, tu as des publicités que tu dois faire sur 4 marchés, tu fais ta publicité dans une langue et tu lui dis, maintenant, à partir de cette publicité-là, traduis-la moi dans 4 autres langues. Et il va te garder la même structure, il va juste venir te traduire les éléments. Ah ouais, donc c'est aussi du temps de gagner sur ce point-là. C'est énorme ça, ouais, j'avais pas pensé. Oui, donc en fait, tu as 3 usages, c'est tester les formats, verticaliser par métier ou autre. Enfin, remarque, ça revient un peu dans la catégorie verticalisée par langue, en fait, finalement. Mais oui, c'est un cas d'usage que tu auras, c'est sûr. C'est intéressant. Pour des grosses structures, c'est hyper intéressant. Souvent, j'ai déjà vu des structures diffuser du contenu et des publicités en anglais, faute de ressources pour pouvoir traduire tout ça. Parce que ça demande du temps, de l'argent. Automatiser une traduction, et honnêtement, automatiser une traduction, c'est, si ta base de données de marque elle est performante, c'est automatiser des bonnes traductions, c'est pas du Google Translate, quoi. Non, ouais. On est vraiment sur une traduction de très haut niveau. S'ils comprennent que quand tu parles de casque, c'est un casque audio et c'est pas un casque de moto, tu vois, c'est ce genre d'erreur, parce que je l'ai vécu dans un autre. J'ai trouvé sur une moto avec un casque audio. Non, c'était les mauvaises traductions
de headphones qui étaient mal traduits et qui étaient traduits en helmet au lieu de français à l'anglais, au lieu de headphones. Tu vois, c'est un casque audio mais qui était traduit helmet. Mais ça, tu fais bien de de donner le ta dire base de parce que données de marque. j'ai probablement des clients que ça intéressera, ça. Parce que, en fait, tu sais, en B2B, t'as toujours ce truc de quand tu veux cibler des critères très spécifiques, le marché est souvent, par exemple, si tu cibles les, je sais pas moi, DSI, des entreprises dans la santé en France, c'est un secteur qui est tout petit. Donc, des fois, rajouter d'autres pays, quand tu peux te le permettre, ça peut être une option. Mais c'est vrai que du coup, tu es obligé de travailler en anglais parce que déjà qu'on a du mal à avoir du contenu, si en plus tu leur demandes de traduire tout le contenu dans toutes les langues et tout, c'est l'enfer pour l'annonceur. Donc, c'est vrai que ça peut être un très bon moyen, effectivement, d'étendre en fait. Hein. Pour moi, c'est souvent un point d'entrée. J'ai vu des marques qui sont rentrées en disant on va juste traduire nos publicités classiques. C'est-à-dire qu'on va faire notre publicité par nos designers qui est en interne parce qu'on veut garder la main, parce qu'on est frileux là-dessus. On va les faire traduire, on va juste les automatiser la traduction parce qu'il n'a aucune valeur ajoutée le designer à venir traduire à la main. Et puis en fait, hop, on va un peu plus loin. Bah finalement, est-ce qu'on pourrait pas faire une variation de ce concept de designer en automatique? Et puis en fait, au final, tu fais de la une production. fois que tu as mis le doigt dans la machine, je pense que tu reviens jamais en arrière, quoi. C'est ça. Là, tu vois, par exemple, tu as un concept de pub testimonial. Donc ça, c'est pléthore hein, pour ceux qui, enfin, pas, voilà. pour ceux qui connaissent pas, quoi. Je peux peut-être expliquer vite fait, enfin, au-delà du concept, la manière dont ça fonctionne. Bien sûr. Alors en fait, le pléthore, ça fonctionne sous forme de workflow. On a des templates existants. Et en fait, on crée à partir de ces workflows, on crée des petits agents, en fonction de nos besoins, qui vont venir produire de l'image, du texte, et on peut faire appel à différents modèles. Et en fait, ça fonctionne sous forme de node. On a un node, souvent un node d'entrée. Donc c'est celui-ci. C'est là, pour le coup, je lui ai juste mis mon image et je lui ai dit avec Nano Banana Pro, donc avec le modèle Nano Banana Pro, tu m'adaptes le contenu en 16/9, en 9/16, en 2/3, enfin bref. En gros, tu déclines ce contenu-là pour mes différents cas d'usage et notamment potentiellement sur un contenu qui peut être retouché pour le site internet. Donc, oui, par exemple, là, le cas d'usage qu'on imagine bien, c'est sur Meta Ads, tu as ton image carrée, mais tu veux aussi qu'elle soit adaptée au format story, au format paysage si jamais tu as envie de le faire. Et ben là, tu peux, voilà, il suffit de en fait appuyer sur lecture. Une fois que tu as ton agent qui est en place, bah ça fonctionne, quoi. Exactement, tu peux faire test run, tu peux run directement sur le node, juste une des briques où tu peux lancer tout le workflow. Et alors là, c'est un workflow qui est très simple pour le coup. Je vais en montrer un qui est un peu plus complexe, mais en fait, la finalité du système, c'est ça. C'est en fait, à gauche, tous tes éléments de marque. Donc, tu retrouves un visuel de référence, toute l'adaptation de la charte graphique en JSON, on en parlait tout à l'heure, donc le format prêt à l'usage, le logo de la marque, des références graphiques, parce que les visuels, même si on lui décrit très précisément ce qu'on veut visuellement, c'est plus efficace avec des références graphiques, des propositions de valeur, la langue, les éléments de guideline, c'est comment on doit parler au client, est-ce que c'est tu, toi, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est ton proche, ton familier, enfin bref, tout ce qui structure la marque. Ouais, le tone of voice, quoi. Exact. Mais plus loin que ça, c'est-à-dire sur des marques qui sont un peu complexes, où il y a des choses à ne pas dire ou des choses à éviter. Là, récemment, j'ai parlé avec une marque, je travaillais avec une marque qui fait de la robotique, ils voulaient pas dire que les robots allaient remplacer l'humain. Donc il fallait toujours dire le robot est en aide, est en support de vos équipes humaines. Et donc tu avais ce discours-là à indiquer, donc c'est des éléments de marque qui permettent justement de donner cette information à l'IA et d'éviter d'avoir des trucs qui correspondent pas à l'identité de marque. Après, t'as le tone of voice, t'as le contexte de marque qui est plutôt un contexte marché. Et tout ça, alors il y a plusieurs nodes interconnectés, mais tout ça va dans un cerveau qui pense un concept d'ad, c'est-à-dire qui parle de problème, qui parle de ce qu'a besoin la cible, du tone of voice, des approches différenciantes. Enfin vraiment, on est vraiment dans tout ce qu'on a besoin pour structurer les pubs. Donc ça, c'est juste un cerveau qui imagine un concept, mais qui ne va pas le traduire sous forme d'éléments graphiques. Et ensuite, t'as un autre agent qui est un Gemini pour le coup, qui lui est juste là pour dire, moi je prends tout ce qu'on m'a donné sur les éléments de marque, sur la stratégie, l'angle, et à partir de ça, je viens faire un format qui fait un article de presse. Et donc, son format de sortie, c'est il sort un prompt prêt à l'usage pour Nano Banana qui génère un article de presse comme ça. Et ensuite, on le donne ça à Nano Banana pour que ça soit généré efficacement. En fait, ce qui est bien, c'est d'une certaine manière, tous ces petits agents terminaux quoi qu'on voit, ces prompts, tu peux les récupérer d'un client à l'autre finalement. C'est que le prompt central et le truc de départ qui demande du travail. Oui, alors il y a des règles. Après, tu le sais, d'un marché à l'autre, les formats de pub sont pas les mêmes, les structures sont pas les mêmes. Effectivement, le gros avantage, c'est que il m'arrive de verticaliser des formats, c'est-à-dire j'ai testé sur un autre compte ce format. En fait, c'est exactement la même logique que ce que je faisais avant quand je faisais mes pubs à l'ancienne sur Figma. C'est-à-dire, je disais, on a testé le format sensitive content, il marche super bien chez notre client. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc, je prenais la pub, je la dupliquais, je remettais dans la charte graphique et c'était. Là, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que tu vas lui dire, à partir du moment où on a un concept qui a été créé, en tout cas, l'agent qui crée ce concept qui a été créé, et oui, effectivement, on peut le dupliquer sur un autre client. Ouais. Mais c'est en fait ce que font toutes les agences et ça rejoint ce qui était fait avant de façon manuelle. Là, c'est un peu plus automatisé, mais c'est le même principe. Du coup, ça
redonne de la valeur à la dimension conseil. De dire, ah, tenez, compte tenu de votre marché, compte tenu de tout ce qu'on sait de la marque, je vous conseille tel format, tel format, tel format. Et régulièrement, il faut en emmener des nouveaux. Et un dernier flou qui est intéressant, c'est le motion design. C'est effectivement de partir d'une image et de lui dire, bah, à partir de cette image-là, ça analyse les images. On peut venir lui dire, bon là, le flow, il a un peu pété parce qu'il m'a mis l'image, mais je pense qu'il a pas eu play. Et j'ai une autre pub qui a été faite par NordVPN qui est là. Mais dans la logique, c'est exactement ça, c'est de dire comment ça se comporte. Bah tiens, mon texte, il apparaît par la gauche, il est en slide up, après il y a la main qui arrive, il met en route le bouton NordVPN et il repart. Ça, c'est des choses que nous, on va lui dire, et après, ça va être transféré via, tu vois, il y a Claude qui va penser le script, qui va lui expliquer, qui va transférer les données sur, enfin en tout cas, qui va convertir ces données après à l'usage pour un modèle vidéo qui est clean et qui marche plutôt bien en motion design. Ouais, d'accord, ok. C'est une remarque un peu plus, tu vois, globale, mais je me fais vraiment la remarque que le métier ton métier, il est passé d'un truc très artistique à un truc vachement technique, quoi. Même s'il y a toujours cette dimension artistique à la fin, mais là, ce qu'on voit, c'est quand même, c'est presque de la programmation informatique à un certain stade, quoi. Tu vois. Oui, c'est du prompting, hein. Alors après, il faut avoir une dimension de critique. C'est pour ça que, tu vois, je parle avec beaucoup de créatifs stratégistes, j'en ai formé un il y a pas longtemps sur ces sujets-là, et je lui dis, en fait, et c'est un changement de métier. C'est-à-dire que tu passes du designer au directeur artistique. Le directeur artistique, il est juste là pour critiquer, et il est juste là pour dire ça, on fait ça, on fait ça, mais il est pas là pour aller bouger le petite couleur de bouton bleu. Ça, c'est le designer qui s'en occupe. Et ben, on est vraiment dans cette logique-là. Et de toute façon, je pense qu'on va évoluer de plus en plus vers ça parce que la vraie valeur de graphiste, de créatif, elle va se déplacer sur le brand manager. C'est celui qui va créer l'identité de marque, qui nourrit tous ses agents. Et c'est lui qui a cette vraiment dimension de création. Mais en soi, le designer qui prenait les identités de marque et qui venait faire un concept pub, oui, il avait une dimension de créative, un petit peu. Mais en fait, au final, la dimension créative, elle était plutôt sur... Enfin, il passait beaucoup de temps à retraduire un concept qui avait déjà été pensé par quelqu'un. Il repartait sur des couleurs qui avaient déjà été imaginées, il repartait sur un type de photo qui avait déjà été imaginé, une forme de bouton. Il était plutôt là pour appliquer une charte, même s'il créait un petit peu. C'était dans un cadre très contraint. Et en fait, ce cadre, et cette partie création du cadre, elle reste humaine dans la partie brand, mais effectivement, sur la partie réalisation, on est presque plus sur de la programmation. Et moi, je pense qu'à terme, ces outils-là, ils vont arriver en tout cas, les responsables de compte vont se les approprier parce que, en termes de compétences, en fait, le métier de créatif stratégiste, pour moi, il va évoluer, ça va être un mix alors il va peut-être plus s'appeler comme ça, du graphiste, ce qui est déjà le cas, de la personne qui fait une veille et qui vérifie des concepts, qui pense à des nouvelles idées, qui est tout le temps en veille continue, et de l'analyse de data des performances des campagnes. C'est ça le métier de créatif stratégiste actuellement. Mais en soi, le gros manager, sur de l'analyse de data, il est déjà très très avancé. Il lui manque peut-être une vision DA, mais globalement, la vision DA, maintenant, elle va être de plus en plus portée. À partir du moment où ses agents sont bien faits, elle va être de plus en plus portée par la partie design. Et il reste la version de veille. Mais moi, je connais plein de grosses managers qui, au quotidien, font de la veille, des formats qui marchent et qui marchent pas. Donc, en fait, à partir du moment où tu facilites la production, je serais pas étonné que les grosses managers, enfin, en tout cas, les paid managers, s'approprient ces outils-là et deviennent un espèce de super référent paid qui produit les concepts, qui les analyse, qui en crée de nouveaux, qui en propose des nouveaux vis-à-vis des tendances marché. Et ça, c'est un peu la dernière question que je voulais te poser. Pour toi, qui va s'approprier ce genre d'outil? Parce qu'aujourd'hui, donc toi, tu es une agence qui fait ça. Il y a des clients de différentes tailles qui te contactent, mais je vois mal aujourd'hui un annonceur s'approprier ça, quoi. Tu vois, je trouve que quand même, ça reste un peu technique. Il y a aussi cette partie artistique qu'il faut avoir et bah, si tu l'as pas, c'est compliqué d'imaginer les bons formats, à quoi ça doit ressembler, les créas, etc. Donc, en fait, côté annonceur, j'ai l'impression que c'est quand même plus confortable de déléguer et à partir du moment où tu délègues, là, tu as ton workflow que tu peux utiliser. Éventuellement, tu as des équipes en interne qui peuvent l'utiliser, etc. Si tu es quand même un annonceur assez avancé, sinon, tu continues de déléguer. Ça, c'est la partie annonceur. L'intégrer directement en interne. Mais c'est plus du côté agence. Demain, tu as une agence qui fait des ads. Est-ce que, tu vois, ça a vocation, bah, c'est un peu ce que tu disais à l'instant. Est-ce que, par exemple, tu vois, moi qui fais des ads, je peux te dire, bon, bah, est-ce que tu pourrais me faire un méga workflow pour générer des créas B2B qui, en fait, se pluggerait à peu près n'importe quel client. Et moi, en tant qu'agence ads, j'ai juste à changer, finalement, les prompts de départ sur la brand, au-delà de la brand, le tone of voice, enfin, un peu tout ce que tu as expliqué. Et derrière, je peux espérer avoir des créas potables pour mon client, quoi. Oui, mais l'enjeu, il va être aussi sur... Pour moi, les formats, ils évoluent très vite. Donc, en fait, il faudrait presque qu'il y ait une maintenance. Enfin, tu vois, que tu peux pas dire, je fais un workflow et je vais vivre dessus pendant 6 mois parce que tu le vois, les formats pub, ils évoluent, les concepts évoluent et tu as besoin de régulièrement de faire des nouvelles choses. Donc, tu vas tout le temps avoir des nouveaux besoins. Tu vas faire un workflow, tu vas faire 20... Je te dis une bêtise, tu prends 20 formats qui marchent très bien, qui sont les formats du moment, ok, très bien. Tu vas le mettre sur 2 clients, et au 3e, il va te dire, ah ouais, mais moi, je voudrais une pub qui fait ça, je voudrais plus voir le visuel. Et en fait, t'es toujours obligé de l'améliorer. Donc, en fait, tu as une maintenance continue d'évolution sur ce type d'outil. Par contre, oui, on pourrait imaginer que tu aies un workflow qui passe pour peut-être 75% des clients en termes de besoins qui correspondent à leurs besoins parce qu'il y en a, je sais pas. Puis il y a aussi une notion de volume de production, c'est-à-dire que tu as des clients, ils ont pas besoin d'avoir 80 pubs par mois. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas des volumes de dépenses qui leur permettent d'absorber 80 pubs par mois. Ça, et puis il y a beaucoup d'annonceurs qui ont besoin aussi d'un coup de main pour passer de 0 à 1, tu vois. Parce que toi, je pense que avec les clients que tu nous as montrés, etc.,
etc., tu es déjà dans une logique de gros annonceurs qui ont des équipes en interne, qui ont un historique. Mais en fait, tu as aussi beaucoup de gens qui soit font un peu de LinkedIn Ads, mais en termes de créa, tout est à revoir. Bah, d'ailleurs, on a un cas en commun sur ça. Et après, tu as aussi des annonceurs qui carrément, eux, ils veulent démarrer, quoi. Et pourtant, ils ont quand même des budgets. Pourtant, parce que souvent, en fait, c'est encore une fois cette histoire de retard, quoi. En B2B, tu as encore des boîtes aujourd'hui qui sont drivées par les sales depuis 50 ans. C'est des boîtes qui font plusieurs millions de chiffre d'affaires par an. Ils ont jamais fait d'ads, tu vois. Et en fait, quand tu commences à leur parler de créa, de ci, de là, ben, peut-être que justement avoir un workflow en interne qui permettrait de générer déjà une V1, tu vois, pour déjà avoir un kit de démarrage en ads, ça serait pas déconnant pour eux. Moi, tu vois, j'en ai un qui à titre perso, j'ai un workflow que je fais parce que là, je fais une go-to-market sur un client B2B, sur un SaaS, et j'ai un petit kit de démarrage SaaS, par exemple, dont je me sers, où je sais qu'il y a dedans 10 formats. Alors, ils marcheront pas pour tous les clients, donc il y a quand même une dimension de dire j'utilise celui-là, j'utilise pas celui-là. Mais il y a 10 formats, je suis sûr enfin, globalement, c'est 10 formats qui ont marché sur plusieurs métiers déjà, sur plusieurs clients similaires. Après, il y a une adaptation, des fois ils vont pas marcher, des fois ils vont marcher, mais globalement, je sais que c'est des bangers. Enfin, je veux dire, ils sont tous, tu pars pas de rien, en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu arrives avec ton client, et en fait, je lui ai fait un workflow il y a pas longtemps, on lui a fait une prod, et effectivement, pour démarrer, c'est génial. Il commence, plutôt que de tâtonner au début, il commence déjà avec 10 formats très efficaces. Ouais, c'est ça, un kit de démarrage, quoi. Et ça marche en go-to-market, mais oui, ça pourrait être mais c'est quand même il faudrait presque plein de workflows par typologie de client. C'est-à-dire qu'un client qui travaille dans l'industrie, il a besoin de formats qui sont quand même pas les mêmes que celui qui travaille dans le SaaS. Celui qui travaille plutôt sur du logiciel traditionnel RH, on va dire, c'est encore pas les mêmes formats qu'un SaaS, et ainsi de suite. Ouais. Et celui qui fait du produit physique, c'est encore différent. Là, j'avais un client qui faisait des fontaines à eau, tu vois, des fontaines à eau pour le B2B, tu vois, pour les salles de repos, des différents, enfin, des magasins ou d'entreprises. C'est un marché très particulier avec une cible très particulière. On sait que c'est plutôt géré par les RH ou par l'assistante du responsable sur des plus petites sociétés. Ils sont très sollicités, donc tu peux pas leur, puis tu mets en avant des bénéfices, mais c'est pas des vrais, enfin, c'est pas des bénéfices de gains en termes de business, tu vois. Oui, c'est vrai qu'une fontaine à eau, c'est un peu, enfin, en termes de bénéfices. C'est un bénéfice difficile à au niveau RH, au niveau des salariés, mais pas forcément au niveau business. Et c'est quand même beaucoup plus facile de mettre en avant des bénéfices business, de dire vous allez gagner 3 heures par semaine, vous allez gagner 30 000 euros par mois, que de dire vous allez améliorer le savoir, enfin l'atmosphère de votre entreprise. Même si c'est un bénéfice très très louable, hein, mais c'est moins, on est moins sur des bénéfices, tu sais, un peu durs. Ouais, c'est difficile à vendre, quoi, effectivement. Ouais. Donc j'ai envie de te dire, il faudrait presque des workflows par vertical métier, même si je pense qu'il y a, tu vois, il y a le format classique de le titre, le sous-titre, le CTA. Enfin, je veux dire, ça c'est un truc, ça marche sur toutes les verticales. Si le titre est bon, si le sous-titre est bon et répond à un vrai problème, ça marche partout. Enfin, je veux dire, la question après, c'est plus que ce que tu mets dedans. Ok, bah écoute, merci pour cette longue présentation. Je pense qu'on a une vue plus claire de ce qu'on peut faire et comment ça va évoluer un peu, hein, parce que bon, enfin, même si c'est déjà là, ça va encore s'amplifier tout ça, tout ce phénomène. Merci encore Bertrand, et peut-être que s'il y a des gens qui veulent te contacter, comment tu proposes qu'ils fassent? On mettra le LinkedIn en lien de la vidéo. Ouais. Et n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn, vous m'envoyez un message, et avec plaisir pour échanger si vous avez la moindre question. Je suis toujours intéressé de partager tout ça, enfin en tout cas le fonctionnement de Playtor ou tout autre outil. Et puis si vous êtes intéressé, je peux aussi venir vous préparer des workflows adaptés. Voilà, à titre personnel, moi je travaille avec Bertrand et je peux vous garantir que c'est quelqu'un de performant et de sérieux. Donc n'hésitez pas si vous avez un sujet là-dessus. Génial, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Bonne journée. Salut. Salut. Ciao.